Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. Vous êtes médecin et présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On vous reçoit aujourd'hui pour Marianne TV dans le cadre du grand chantier de la fin de vie lancé par Emmanuel Macron en septembre 2022. Je vais faire un bref rappel du contexte. Le 13 septembre dernier, le Conseil national d'éthique a rendu un avis qui fera date puisqu'il se prononce pour la première fois favorablement à l'ouverture de ce qu'il appelle une l'aide active à mourir. Et on vous reçoit aujourd'hui car l'Institut Opinionway a réalisé pour vous, donc la SFAP, un sondage auprès des acteurs de soins et des bénévoles sur ce sujet-là. Et certains chiffres sont assez éloquents. Alors, avant de passer à l'avis sur l'euthanasie et le suicide assisté, le sondage montre d'abord que le cadre législatif actuel convient en grande partie aux acteurs du soin, à près de 90%. Est-ce que vous pouvez détailler ce qu'il vous permet dans les faits ? Alors, en fait, on a interrogé les acteurs de soins palliatifs, qui sont ceux qui sont concernés par la question des gens qui vont mourir, et qui est aussi le cadre législatif actuel. La loi actuelle, la loi Claes-Leonetti, qui est d'abord la loi Leonetti, puis la loi Claes-Leonetti, concerne vraiment les gens qui vont mourir. Et donc, elle nous donne un cadre d'accompagnement qui nous permet après, au singulier, d'accompagner chaque patient et qui dit, pour la faire courte, d'abord que c'est interdit de s'acharner, qu'un patient a le droit d'arrêter des traitements. Ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup de patients ignorent qu'ils ont la capacité de dire quand ils souhaitent arrêter des traitements ou quand ils souhaitent les limiter et que nous, on doit continuer de les accompagner après les avoir informés, quel que soit leur choix. Et puis après, la loi nous dit à nous, soignants, que quoi qu'il en coûte, on doit tout faire pour soulager. Quoi qu'il en coûte. On doit tout mettre en œuvre pour soulager, y compris même si ça doit raccourcir la vie ou si parfois on doit altérer le niveau de conscience. Notre devoir, c'est de soulager quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est extrêmement important. La loi dit aussi que les soins palliatifs qui permettent ce soulagement et cet accompagnement doivent être disponibles partout et pour tous. Donc là, il y a un vrai sujet, je pense qu'on en reparlera. Et puis, elle dit aussi que n'importe quel citoyen peut, s'il le souhaite, dire à l'avance par ses directives anticipées ou en désignant une personne de confiance, ce qu'il souhaiterait pour sa fin de vie s'il n'est plus en état de s'exprimer. Très bien, et on voit donc dans ce sondage que 85% des personnes interrogées se déclarent défavorables à une loi qui instaurerait une mort intentionnellement provoquée, mais aussi que 2 tiers, moi c'est ce qui m'a frappé, 2 tiers des acteurs de soins déclarent qu'ils pourraient utiliser leur clause de conscience ou quitter leur poste actuel si on arrivait à légaliser l'euthanasie, par exemple. Est-ce que vous attendiez à ces chiffres et comment vous les interprétez ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est la première fois, non seulement en France, mais à l'étranger, qu'on demande l'avis des soignants de soins palliatifs sur ces lois-là. Or, c'est des lois qui, pour nous, parfois, un seul mot dans la loi change complètement notre quotidien. Et donc, on a des « et » ou des « ou des « peu » ou des « doigts » qui changent complètement la façon dont on travaille. Et donc, c'est la première fois qu'on demande à ces soignants-là, pas seulement les médecins, mais l'ensemble des soignants, puisqu'on a interrogé aussi les infirmières, les aides-soignantes, les psychologues, les travailleurs sociaux, pour leur demander comment ils perçoivent l'impact que pourrait avoir un changement de loi sur leur pratique. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, une partie de cette enquête qui avait été faite aussi sous forme plus scientifique va être publiée dans une revue internationale. L'idée, c'était de dire que ces soignants, nos patients ne prennent pas la parole dans les débats, mais nous qui sommes témoins au quotidien de ce qui se vit, on ne peut pas parler pour les patients, bien sûr, mais on peut en tout cas témoigner de ce qu'on entend et de ce qui nous dit, et puis de quel impact on anticipe sur nos pratiques. Et alors, ce qui m'a le plus surpris à titre personnel dans le sondage, c'est la proportion de gens qui disent qu'ils démissionneraient. Parce qu'on peut se dire que dans tous les projets de loi, en tout cas tels qu'ils sont évoqués, il y a toujours une protection du soignant par la clause de conscience. Et on pourrait se dire le soignant se sent protégé. Et donc pourquoi il y a une telle proportion, puisqu'il y en a autant qui disent qu'ils démissionneraient que de soignants qui disent qu'ils utiliseraient leur clause de conscience. Et du coup, ça nous a donné beaucoup à réfléchir et à travailler avec les soignants. Et en fait, l'idée, c'est que la clause de conscience, c'est une protection du soignant. Et en fait, nous, on ne veut pas être protégés. On passe avec nos patients un contrat de non-abandon, où on leur dit que quoi qu'il arrive, on sera avec eux jusqu'au bout et qu'on fera tout pour les soulager jusqu'au bout. Et que même si c'est difficile, on s'en ira pas. On sera là. C'est une promesse qui se tient toujours en équipe. Je dis jamais « je serai là jusqu'au bout ». On dit toujours « on sera là en équipe ». Parce que moi, je ne serai pas forcément là, mais je sais que collectivement, on peut tenir cette promesse-là qui est parfois difficile. Parce qu'il y a des accompagnements qui sont difficiles sur le plan personnel pour nous soignants. Et parfois, c'est quelqu'un d'autre de l'équipe qui va intervenir parce que c'est trop difficile pour moi. Mais collectivement, on peut se dire qu'on est capable de faire cette promesse.
on veut pas s'en aller. On veut pas pouvoir se dire au moment où ça deviendra difficile, on pourra se retirer et dire on n'est plus là. On veut pouvoir tenir cette promesse. Et je crois que c'est ça qui fait sens pour nous. Ce qui est difficile pour les acteurs, les soignants de soins palliatifs au quotidien, c'est le contact avec la maladie grave et la mort. C'est à la fois ce qui fait la richesse du métier qu'on a choisi, mais c'est en même temps ce qui le rend difficile. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses fortes qui se jouent, pas toujours tristes, mais fortes en tout cas. Et c'est un métier qui engage beaucoup. Encore plus, je pense, les infirmières, les aides-soignants qui sont vraiment au contact des patients. On a en ce moment dans notre service un patient où il y a tous les jours un pansement qui dure 2 heures. Ça veut dire que pendant 2 heures, elles font non seulement un pansement qui est difficile, où elles mettent les mains, où elles sont, mais c'est 2 heures qu'elles passent au contact très rapproché d'un patient qui exprime des inquiétudes, des angoisses, des peurs, des espoirs. Et c'est difficile. Et donc... on veut pouvoir se dire qu'on sera là jusqu'au bout. Et si on se dit, peut-être qu'au dernier moment, je vais me défiler parce que je pourrai plus être là, ça n'a plus de sens. Et à ce moment-là, il vaut mieux partir. Et donc, c'est pour ça que je pense que il y a une proportion aussi élevée de soignants qui disent que pour eux, ça aurait plus de sens de partir que de simplement utiliser cette clause de conscience. Et justement, ce que montre votre sondage, c'est que si la plupart des soignants ne veulent pas que le cadre législatif évolue aujourd'hui, c'est parce qu'ils refusent d'être celui qui intentionnellement donnera la mort. Mais ce qu'on voit aussi dans votre étude, c'est que si ce cadre venait à évoluer, il y a seulement 25% des soignants qui seraient ouverts à la possibilité du suicide assisté. Pourquoi le suicide assisté pourquoi déjà un pourcentage aussi faible pour le suicide assisté? Et est-ce que, selon vous, le suicide assisté entre en contradiction avec ce que vous disiez, c'est-à-dire l'accompagnement? Il me semble pas que c'est ça qu'il y a dans le sondage, parce qu'on avait proposé, on leur a dit, si jamais la loi devait évoluer, quelle est la modalité qui pour vous serait la plus acceptable. Et donc il y en a 25% qui sont favorables au modèle Oregon, mais il y avait d'autres modèles qui étaient proposés. Oui. Et donc voilà, je pense que c'est plus nuancé. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une vraie différence pour les soignants entre l'euthanasie, qui est la mort donnée par un soignant, et le suicide assisté, qui est le choix que fait une société de dire, on donne aux patients le moyen de se suicider. Et en tout cas, la position collective des soignants, c'est que donner la mort n'est pas un soin. Après, c'est une question de société, mais qui n'appelle pas forcément une réponse médicale. En Suisse, par exemple, qui était un des modèles aussi, je crois, où les médecins sont plus favorables, c'est interdit aux soignants de participer. Les patients peuvent avoir accès au suicide assisté. Alors en Suisse, c'est une association. En Oregon, c'est une pilule. Enfin, selon les pays, il y a des modalités différentes. Mais cette position-là paraît plus acceptable pour les soignants parce c'est le mélange en fait du soin et de l'acte de faire mourir qui est pour les soignants quelque chose de vraiment contradictoire et qui vient au nœud de leur pratique. Et en tant que soignante, comment vous réagissez, comment vous appréhendez que, en fait, dans la société française en général, là ce sondage c'est pour les soignants, pardon, ouais. Dans la société française en général, les derniers sondages montrent que les Français sont globalement plutôt favorables à l'ouverture au suicide assisté ou même à l'euthanasie. Comment vous appréhendez ce fait-là? Alors c'est compliqué parce que c'est une vraie question c'est une vraie réflexion pour nous tous. Alors il y a la question du côté des soignants parce qu'on fait partie de la société aussi. On est confrontés aux mêmes questions, puis à table on discute des mêmes choses et on a les mêmes copains qui nous posent des questions. Et alors il y a déjà quelque chose qui explique la différence de positionnement des soignants du reste de la société. J'utilise souvent la métaphore de l'omelette au lard, c'est-à-dire que pour faire une omelette au lard, il faut des œufs et du lard. La poule, elle donne ses œufs, elle est concernée. Le cochon, il donne son lard, il est impliqué. Et donc, c'est une question qui nous concerne tous. On se pose tous ces questions pour nous, pour nos proches. Puis chaque fois qu'il y a un fait divers, on se dit tiens, moi, qu'est-ce que j'en pense? Et puis nous, soignants, avec nos patients, on est impliqués, c'est-à-dire qu'on est dans le truc. Et on voit que c'est très différent. C'est-à-dire que moi, ça fait 22 ans que je fais ce métier. L'équipe où je travaille, on a accompagné 12 000 patients et on a eu 3 demandes d'euthanasie persistantes et 3 patients qui sont décédés très rapidement avant qu'on ait même pu imaginer de mettre en place quoi que ce soit et avec les outils que la loi nous donne. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus, il me semble, c'est une interprétation que je fais, qu'on n'est pas obligé de partager, mais il me semble qu'il y a une demande de l'ensemble des Français d'être rassurés, d'avoir une sorte d'assurance, que si à un moment ça va pas, si à un moment j'en avais besoin, je pourrais décider de mettre fin à mes jours. Mais ce qu'on voit nous dans la pratique, c'est que cette assurance, elle n'est pas utilisée. Et c'est ça qui est difficile, parce que c'est hyper complexe, c'est des sujets hyper fins, et donc on peut pas avoir une position sectaire ou... Enfin, en tout cas, l'idéologie résiste pas au réel.
Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut constater dans notre pratique, c'est que je pense que nos patients, ils diraient la même chose si on leur posait la question. Ah bah oui, à un moment, ça m'arrive qu'il y ait des patients qui me disent « Ah mais docteur, si ça va plus mal, vous me ferez une piqûre ». Et moi, parfois, je me dis « Mais comment ils peuvent imaginer d'aller plus mal, quoi ? Ça paraît déjà tellement difficile ». Et donc, on a besoin d'être rassurés sur le fait que tout ne nous échappe pas. Et en tout cas, nous, notre travail quotidien, c'est en tout cas de dire aux patients, même si vous avez le sentiment que tout vous échappe, en tout cas, nous, on sera là et on fera ce qu'il faut pour que vous soyez soulagés. En tout cas, c'est ce qui me semble expliquer cet écart. Et quand on prend le temps d'expliquer, il y a quelque chose qui peut s'entendre. Mais quand on pose une question simple, est-ce que vous voudriez mourir sans souffrir ? Ben oui, sans surprise, la majorité des gens disent que oui. Et puis ça paraît bien normal. Et puis je pense qu'il y a une deuxième chose qui explique aussi cet écart-là, c'est que la loi actuelle, elle est quand même appliquée de façon extrêmement hétérogène. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de patients qui n'ont pas accès aux soins palliatifs ou à un accompagnement correct, même si c'est hors du cadre des soins palliatifs, mais c'est 2/3 des patients qui en auraient besoin qui n'y ont pas accès. Et donc, beaucoup de gens ont vécu avec leurs proches des histoires où ils disent « moi, je veux pas ça, je veux pas mourir comme ça », et ils ont raison. Et c'est scandaleux qu'en 2022, il y ait encore des gens qui meurent dans des conditions inacceptables alors qu'on peut faire autrement. Et ça conduit aussi un grand nombre de gens à dire voilà, moi je préfère mourir que de vivre ça. Mais je trouve que dans notre société, de se dire qu'on ne se donne pas les moyens, il y a une question philosophique, on peut choisir de mourir parce que c'est sa philosophie et que je veux pouvoir contrôler, mais la plupart des gens, c'est simplement parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas les moyens de les accompagner correctement. Et ça, c'est quand même inacceptable. Et justement, à ce sujet-là, ce que dit le serment d'Hippocrate, c'est « je ferai tout, en tant que médecin du coup, pour soulager les souffrances et je ne prolongerai pas abusivement les agonies ». Est-ce qu'aujourd'hui, l'état des soins palliatifs en France permet à chacun des médecins et à chacun des acteurs de ce système de soins palliatifs d'accompagner et de respecter ce serment d'Hippocrate auprès de ses patients ? C'est clairement... la loi le permet, le texte de loi le permet. Moi, je dis toujours que pour les gens qui sont en fin de vie, c'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. C'est-à-dire que dans la loi, on a les outils pour accompagner. Au quotidien, quand c'est compliqué pour nous, on se dit jamais, tiens, c'est la loi qui nous manque. On se dit, c'est de pouvoir aller à domicile faire une visite pour ce patient qui en aurait vraiment besoin, qui nous manque. Et donc, c'est ça qui est vraiment frustrant. Des fois, moi, ça me donnerait envie de crier. Et alors, depuis que je suis présidente de la SFAP, pour moi, c'est presque pire parce que toutes les semaines, on reçoit des courriers d'équipes ou de familles qui disent, voilà, mon père, il aurait eu besoin. Et il y avait aucune équipe là où on était, et ça c'est tellement difficile de se dire on pourrait le faire, la loi nous permet de le faire, la technique nous le permet, on sait le faire, et c'est pas fait. Et il y a des gens qui meurent sur un brancard, ou il y a des gens qui peuvent pas rester chez eux alors qu'ils auraient voulu, ou qui meurent dans un service qui est pas adapté, enfin voilà, ou qui ont mal, enfin alors que ça pourrait être autrement. Mais le problème c'est quoi ? C'est un manque de structure de soins palliatifs, c'est un manque de moyens ? Je dirais que c'est quand même d'abord, il me semble, un manque de volonté politique. C'est-à-dire que la mort, c'est pas glamour, c'est pas un sujet facile. On n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'en parler, et on s'est peut-être pas dit collectivement, est-ce qu'on a envie d'y mettre les moyens ? C'est pour un hôpital, c'est toujours mieux de dire qu'on fait des greffes de foie que de dire qu'on fait des soins palliatifs. Quand je me rappelle quand on a créé notre équipe dans la clinique où je travaille, il y a un chirurgien qui m'a dit « Avant, on était une clinique chirurgicale et maintenant, on va faire des soins palliatifs. » On sentait que pour lui, il y avait vraiment là une descente, une perte de... Voilà, on fait une médecine qui perd toujours. C'est-à-dire que on guérit personne, nos patients ne vont pas guérir, on sauve personne. Voilà, on fait une médecine du lien, une médecine de la relation, une médecine du soulagement, mais qui est une médecine très artisanale, qui fait vraiment du singulier et qui est pas facile à... Voilà, qui fait rarement la une des journaux. Donc, Mais justement, j'avais envie de revenir sur un passage de l'avis du Conseil national d'éthique qui explique, juste après avoir donné sa faveur à l'ouverture à l'aide active à mourir, je cite le passage, « Il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. » Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure tout de même ? En tout cas, on se dit qu'il y a peut-être une opportunité dans le débat collectif qui va avoir lieu. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait ce débat collectif. Parce que je pense que c'est des décisions, elles nous concernent tous.
ça peut pas être juste des décisions de soignants, ni juste des décisions de parlementaires. C'est vraiment un débat collectif de se dire qu'est-ce qu'on veut, parce que le message qu'on envoie aux gens les plus fragiles et les plus vulnérables, il dit quand même quelque chose de la société dans laquelle on est. Et je suis pas sûre qu'on ait tous envie collectivement d'être dans une société qui est que pour les forts, que pour les gens autonomes, que pour les gens qui sont capables d'être performants, de se prendre en charge tout le temps, de décider. Moi, je suis pas déjà capable de décider quelle voiture je veux acheter sans que quelqu'un me donne au moins une idée. Et ben, décider qu'on va mourir tout droit devant et décider la date et l'heure. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Très peu. La plupart des gens, enfin je sais pas pour vous, mais on a peur de la mort, on négocie, on n'a pas envie de regarder en face, on voudrait se dire que ça n'existe pas, on n'a pas envie d'y penser, enfin voilà, enfin ça fait depuis que l'humanité est ce qu'elle est, la mort est quelque chose qui à la fois, on sait que c'est le bout de toutes les vies, mais en même temps c'est quand même quelque chose qui génère beaucoup d'angoisse et je trouve que collectivement d'essayer d'en parler, c'est important. Et puis je trouve que la période Covid qu'on vient de passer, elle a déjà initié quelque chose de ça. Alors moi, j'ai été élue présidente de la SFAP en septembre 2020, donc après le premier confinement. Et alors là, je me suis dit, bah là, moi, je suis tranquille. Personne va me reparler de loi sur la fin de vie après ce qu'on vient de vivre. On a arrêté toute la société pour sauver les gens les plus vieux et les plus fragiles. Voilà, on est tous d'accord que c'est ça qu'on veut faire, quoi. On est prêt à faire ce sacrifice collectif. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez... alors, réjouissant n'est pas le mot, mais en tout cas... optimiste sur notre société de se dire, personne n'a contesté à ce moment-là que oui, c'était légitime de protéger ceux qui étaient les plus fragiles, et il me semble que ça serait bien de poursuivre cette réflexion-là. Est-ce que justement, après 2 ans de crise sanitaire qui évidemment ont remis sur le devant de la scène cette question de la mort, on l'a fait pendant 2 ans de compter nos morts, etc., vous regrettez qu'on en soit encore au stade où on met dans le débat public cette question-là de l'euthanasie sans mettre au premier plan la question des soins palliatifs, de leur développement, de l'investissement dans ces structures-là, etc. C'est-à-dire qu'on a vu que le quoi qu'il en coûte pouvait fonctionner, et moi je serais d'avis que quoi qu'il en coûte, on a mis en place un plan de développement des soins palliatifs dans lequel les financements nouveaux, c'est 25 centimes par Français et par an. C'est sûr que ça va pas changer la perception qu'on a de la façon dont se passe la fin de vie en France. Et il me semble que c'est ce que dit aussi le CCNE, hein, c'est qu'il y a un vrai enjeu à se dire collectivement, ben, on se donne les moyens d'essayer de faire les choses. Après, on est d'accord aussi que les soins palliatifs ne résolvent pas toutes les questions. Mais en tout cas, se dire que dans une société, on choisit de faire mourir ou de laisser mourir des gens parce qu'on ne s'est pas donné les moyens qu'ils soient soulagés, c'est pas du tout la même chose que de se dire il y a des gens pour qui c'est un choix philosophique de vouloir anticiper sa mort. Il y a vraiment 2 questions, mais je trouve que la question la plus courante, en tout cas pour nous dans notre pratique, c'est comment on soulage, et celle-là, on n'y a pas répondu collectivement pour le moment. Alors vous l'avez dit, mais effectivement, on ne sait pas du tout encore ce qui va déboucher de ce grand chantier, puisqu'il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place par le président de la République, dont la Convention citoyenne, des travaux parlementaires, et j'en passe. Vous, finalement, voilà, qu'est-ce que vous attendez vraiment en tant que soignant dans votre quotidien de ces travaux-là ? Alors déjà, ça serait important pour nous qu'on puisse être entendus. Alors, on a fait la proposition que les citoyens qui vont être tirés au sort pour la Convention citoyenne puissent faire un temps d'immersion dans une structure de soins palliatifs, c'est-à-dire que le débat reste pas purement théorique. Parce que moi, je trouve, depuis que je suis médecin en soins palliatifs, c'est-à-dire tout le temps, ce débat est toujours en arrière-fond sur cette question de la mort provoquée, tout ça. On ne parle des soins palliatifs que quand on parle de l'euthanasie, alors que c'est pour nous absolument pas une question de notre quotidien. Les questions de notre quotidien, alors elles sont vraiment toutes dans les 2 lois qu'on a, les questions d'alimentation, les questions de soulagement, jusqu'où on va, comment on réfléchit collectivement, avec les patients, les limitations de traitement. Ça, c'est des questions du quotidien. Mais par contre, la question de l'euthanasie, c'est une question qui vient de temps en temps, mais qui est absolument pas une question du quotidien. Et donc, voilà, ce qui nous semble, c'est que c'est important qu'on puisse entendre peut-être les patients. Et là, si les citoyens peuvent venir dans des services, ils pourront rencontrer des patients. Après, nos patients, ils vont pas prendre la parole. Donc, en tout cas, que ceux qui les soignent puissent dire quelque chose de ce qui se passe dans ces lieux-là, ça me paraît important, parce que sinon on reste dans un débat qui est parfois vraiment binaire, pro-life, pro-choix, qui correspond pas du tout. C'est jamais ça les questions qui se posent pour nous au quotidien.
Ces personnes ne nous demandent jamais si on est pour le choix ou pour la vie. Enfin, on est pour la vie dans les meilleures conditions, en ayant le choix du niveau de traitement qu'on veut. Enfin, voilà, moi, je dis toujours que nous, on n'est pas en noir et blanc, on est dans 50 nuances de gris. Et c'est important aussi que chacun puisse entendre, et peut-être en particulier les parlementaires, qu'on a besoin d'un cadre de loi qui dit ce qui est dans le cadre et ce qui est hors du cadre, ce qui est permis et ce qui n'est pas, mais qui nous laisse aussi la possibilité de faire cet artisanat dont on parlait, c'est-à-dire de faire du singulier avec chaque patient. Chaque patient, chaque famille n'a pas les mêmes besoins. On ne peut pas protocoliser la fin de vie. On ne peut pas dire comment ça doit se passer, avec quels médicaments et dans quelles conditions. On peut, avec chaque patient, voir ce qui est acceptable à un moment, ce qui est désirable, ce qui est souhaitable, ce qui ne veut pas du tout, ce qui est inacceptable. Et puis essayer, à partir de là, de voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Claire Fourcade. Merci à vous.